Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents. Je remercie donc tous les intervenants et puis je remercie en premier les archives diplomatiques de nous accueillir dans cette magnifique bibliothèque. Donc, monsieur le directeur, je vous remercie. D'autant que le lien entre les affaires étrangères et les espaces coloniaux est très ancien. En effet, avant que soit créé le secrétariat d'État à la marine et aux colonies, donc attribué à Colbert en 1669, les affaires coloniales étaient gérées par le secrétaire d'État aux affaires étrangères. Et si on veut étudier les débuts de la colonisation, notamment des Antilles et du Canada, eh bien, il faut aussi venir ici pour tout ce qui est antérieur à 1669. Donc, alors, je remercie donc l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, auquel j'appartiens, qui fait partie des organisateurs, en particulier donc l'IHMC, l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine, donc qui est mon centre de recherche, et dont le directeur adjoint Jean-François Chauvard est présent dans la salle, le Centre d'Histoire du XIXe siècle, donc qui sont les deux partenaires institutionnels scientifiques du colloque. Donc, qui sont à la fois Paris I, CNRS, École normale supérieure et Sorbonne Université, donc les deux Sorbonnes. Donc, le colloque est organisé par l'APES, donc, qui est une société savante qui a été fondée en 1993 par Yves Beynaud, Marcel Dorigny, Bernard Guénaud. Et cette association, depuis maintenant 32 ans, scande tous les grands événements historiques qui touchent les colonies entre 1750 et 1850 par des grands colloques. Bon, je vais principalement citer celui de 1994 pour le bicentenaire de la première abolition de l'esclavage, celui de 2002 pour le rétablissement de l'esclavage de 1802. Et donc aujourd'hui, c'est la suite logique, alors il y en a eu d'autres, mais je ne vais pas tous les citer, 2025, nous célébrons le bicentenaire de 1825. Alors, je remercie les partenaires du colloque. Donc, il y a la Fondation Esclavage et Réconciliation, FAIRE, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, la Société des études robespierristes, l'association Protea, le fonds de dotation Henri Grégoire Germain Porte, et puis Uppsala Universitat. Tête. Voilà, donc qui ont aidé au financement de ce colloque dans une période budgétaire contrainte. Je dois avouer que j'ai plus de cheveux blancs maintenant qu'au début de l'organisation du colloque. Alors, l'idée de ce colloque est venue il y a 1 an et demi à Visy, lors d'un colloque que nous organisions sur les trajectoires métisses lors des révolutions dans les colonies. Et c'est l'aboutissement donc de cette réflexion que nous avons eue à ce moment-là. Et finalement, lorsqu'on réfléchissait aux questions de la Révolution, on a voulu lier ces deux questions. Alors, au début, je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose qui va ensemble entre l'indemnité du milliard des émigrés et l'indemnité d'Haïti. Et puis, en cherchant, je me rends compte qu'il y a seulement même pas 10 jours d'intervalle entre les deux décisions, donc on peut penser qu'il y a un lien. En tout cas, on essaiera de le faire. Alors, je vais commencer par vous lire une pétition de 1849, et vous verrez que cette pétition résonne avec l'actualité d'aujourd'hui et puis les demandes qui peuvent exister. Et si on enlevait 2-3 mots, on pourrait penser que ça émane d'un comité pour la restitution de la dette d'Haïti. Alors, je le lis. Alors, citoyens représentants, nous sous-signés, considérant que le déficit énorme du Trésor national, bon, ça c'est d'actualité, et que les 7 milliards de dettes, bon, c'est un peu plus aujourd'hui, inscrits au grand livre, sont le fait de la monarchie depuis 30 ans. Considérant que si l'on y avise, la banqueroute est imminente, considérant que la loi du 27 avril 1845, qui avait pour but de réparer les pertes éprouvées par les citoyens sous la première révolution, a donné 1111 millions non aux agriculteurs et aux industriels qui ont le plus souffert des charges publiques, mais aux émigrés qui ont trahi la patrie,
porter les armes contre la République et appeler l'invasion étrangère. Considérant qu'après avoir versé son sang pour le pays, le peuple a été frappé d'un impôt inique afin d'enrichir ses ennemis de la Révolution et de la France. Considérant que les sommes injustement reçues par eux doivent être par eux restituées, nous avons l'honneur de proposer l'abrogation de la loi du 27 avril 1845. Les sommes recouvrées seront affectées à encourager par le surplus l'agriculture, l'industrie, l'instruction publique et à fonder des institutions de crédit, de prévoyance et d'association conformément à l'article de la Constitution. Alors c'est vrai que lorsque l'on dit ça, on changerait France par Haïti. Je crois qu'il y a beaucoup parmi les personnes qui demandent la restitution de cette dette, on trouverait à peu près les mêmes mots. Alors, pour bien comprendre l'esprit du colloque, donc le 17 avril 1825, Charles X signe l'ordonnance de reconnaissance de l'indépendance d'Haïti, moyennant une indemnité de 150 millions de francs or, et 10 jours plus tard, le 27 avril 1825, c'est le milliard des émigrés, 990 millions, qui vont servir à indemniser les victimes, entre guillemets, à la fois des révolutions haïtiennes et des révolutions françaises. Donc le but de ce colloque, c'est de montrer dans quel contexte historique s'inscrit ces demandes d'indemnité qui sont financées à la fois par le peuple français et le peuple haïtien, et de se poser un certain nombre de questions en lien notamment avec le renouvellement historiographique. En effet, l'histoire de Saint-Domingue, de la révolution de Saint-Domingue, devenue ensuite révolution haïtienne, et je fais toujours la distinction entre les deux, révolution de Saint-Domingue, qui est le processus qui va de 1791 à 1802, et puis ensuite la révolution haïtienne, qui va de 1802 à 1804. Donc le but de ce colloque, c'est d'une part de s'interroger sur le contexte, de savoir d'où viennent ces idées d'indemnité. Vous voyez, le terme qui est d'ailleurs employé dans la pétition, c'est de réparer les pertes de la Révolution. Donc le terme d'ailleurs de réparer, qui donnera ensuite réparation, s'inscrit d'abord pour l'indemnisation des victimes, entre guillemets, des révolutions françaises et des révolutions haïtiennes. Il est dans l'époque déjà de faire payer les vaincus. Par exemple, la France, en 1815, est condamnée à verser 700 millions de francs or pour payer les dégâts occasionnés par la période impériale. Donc le colloque qui se veut être un colloque international, d'ailleurs je crois que la moitié des intervenants viennent de l'étranger ou sont d'origine étrangère, eh bien ce colloque va s'interroger, excusez-moi, c'est Bernard qui arrive. Donc, ce colloque va se poser un certain nombre de questions, notamment sur la négociation de ces indemnités, notamment sur le plan diplomatique, la négociation de l'indemnité d'Haïti. Nous interrogerons aussi sur les débats qu'occasionne cette indemnité, quels sont les points de vue des abolitionnistes, quels sont les points de vue des partisans de la reconquête de Saint-Domingue. Il faut savoir que même, y compris parmi les futurs bénéficiaires, beaucoup préféreraient retrouver leur possession à Saint-Domingue,
enfin devenu Haïti en 1804 plutôt que de toucher des indemnités. Également, quelles sont les modalités de la mise en place de ces indemnités, qui les reçoit, comment, la question des secours et la question de l'utilisation de ces indemnités. Et pour finir, la réception dans les opinions publiques de ces indemnités. Quelle est l'attitude en France par rapport au milliard des émigrés? Quelle est l'attitude de l'opinion publique à Haïti par rapport à l'indemnité d'Haïti? Quelle est aussi la position des élites haïtiennes? Pourquoi, finalement, acceptent-elles de payer cette indemnité? Et également toutes les questions liées aux modalités de crédit pour payer cette indemnité. Donc voilà les principales pistes qui seront développées dans ce colloque. Et donc je vous remercie d'être présent et je donne la parole à Jean-Marie Théodat. Bonjour, merci Frédéric Régent pour cette invitation et merci à toutes et à tous d'être présents ce matin pour cette longue série d'interventions qui vont se dérouler donc sur 3 jours. Alors, je voudrais également saluer ici la présence de Jean-Claude Breffard, qui est co-auteur avec moi du livre « Les chaînes de la dette ». L'occasion également de rendre hommage à Marcel Dorigny, autre co-auteur, malheureusement décédé, et également à Gousty Gaillard. La 1825-2025, c'est à la fois le bicentenaire de ce que l'on appelle la dette de l'indépendance, la rançon de l'indépendance, la rançon de la liberté. Il y a tout un spectre sémantique autour de cette question qui soulève en fait un double paradoxe. Le paradoxe du versement d'une indemnité par le vainqueur au vaincu. Cela ne s'est jamais vu dans l'histoire, d'une part. Et le deuxième paradoxe, c'est le paradoxe de l'acceptation par Haïti du versement de cette indemnité, alors que lorsque nous regardons en quelque sorte la feuille de match, c'est-à-dire nous faisons le compte des forces en présence, force est de constater que la France n'avait pas les moyens en 1825 de mettre à exécution les termes de l'ultimatum que le baron de Mâcon est venu présenter à Jean-Pierre Boyer en 1825, l'enjoignant donc de verser une indemnité de 150 millions de francs or à la France en échange de la reconnaissance de son indépendance. Paradoxe, pourquoi? Parce que s'il s'agissait vraiment d'un rapport de force entre le plus fort et le plus faible, je pense que Mâcon n'avait pas besoin d'envoyer un ultimatum, il n'avait pas besoin d'arborer un drapeau blanc, il n'avait pas besoin non plus de dérouler tout ce luxe, si vous voulez, d'éloges parfois obséquieux envers les autorités haïtiennes pour les convaincre de signer. La force reste la force, c'est-à-dire la France serait arrivée, elle aurait tout simplement mis à exécution le vœu de ces émigrés qui était de reconquérir la colonie française de Saint-Domingue, de remettre en esclavage les nègres, de les faire travailler pour produire du café, du sucre, du cacao, comme avant. Parce que dans ce cas, personne ne serait venu au secours d'Haïti, ni les Anglais, ni les Américains, et encore moins les républiques sud-américaines auxquelles nous avons fourni une aide importante, notamment Bolivar, Miranda, pour l'indépendance de la Grande Colombie. En d'autres termes, j'ai envie de dire que ce paradoxe peut être résolu à travers ce que j'appelle la dialectique des faibles, une géopolitique des faibles. Ce sont deux pays faibles qui cherchent à retrouver leur place sur la scène internationale, mais avec des motivations différentes. Pour Haïti, il s'agit de sortir de l'état de maraudage dans lequel se trouve ce pays depuis 1804 pour avoir une reconnaissance de cette
indépendance qui reste une indépendance de marron. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre Haïti, entre 1804 et 1825, et les quilombos du Brésil, les campements d'esclaves des Blue Mountains de la Jamaïque, qui ont parfois, sur plus de 30 ans, plus de 40 ans, maintenu leur autonomie. Donc, comment sortir en quelque sorte du bois? C'est ça la véritable question pour Haïti. Mais par ailleurs, Haïti a, sur le plan diplomatique, vit dans une situation de solitude existentielle, puisque personne ne reconnaît cette indépendance. Et surtout parce que le Congrès de Vienne, le traité de Vienne, reconnaît à la France le droit de reconquérir son ancienne colonie de Saint-Domingue. Mais par ailleurs, Haïti a doublé sa superficie entre 1822 et 1825 en occupant l'ancienne partie espagnole de l'île d'Hispaniola. Haïti a connu également, depuis 1804, transformation sociale avec l'arrivée sur la scène politique et au pouvoir d'une nouvelle élite noire, élite de généraux formée par l'école française, d'accord, et qui ne veulent absolument pas retourner en esclavage. Par conséquent, Haïti est en position de force sur son territoire. Et surtout, il y a eu depuis 1804 la construction de forts avec le symbole le plus important, la citadelle La Ferrière, qui constitue, ce qu'on pourrait dire, un dispositif de guérilla totale que l'on avait déjà initié après l'invasion de 1802-1804. C'est tout simplement une guerre de guérilla, essentiellement, avec une tactique instituée par Dessalines, couper-tête, boulet-caille, qui consiste donc à massacrer les Blancs, brûler les villes, se retirer dans les mornes et résister jusqu'à ce que les Français finissent par s'épuiser par la maladie, s'épuiser par la résistance héroïque également des soldats africains. Donc Haïti ne pouvait pas être reconquise aussi facilement que Maquot pouvait le croire en 1825, parce que après la défaite de 1803, bataille de Vertières, après la défaite de Trafalgar, qui met littéralement à plat la marine française, après la défaite de Waterloo, je vois difficilement comment la France pouvait réussir en 1825 ce qu'elle n'avait pas pu faire en 1802-1804. Donc c'est de là que je tire que nous sommes face à une géopolitique des faibles, mais dans cette double faiblesse, c'est la France qui est demanderesse. C'est la France qui sollicite les Haïtiens pour faire reconnaître sa souveraineté et en échange, donc, octroyer cette indépendance aux Haïtiens. Je rappelle que le roi Christophe n'a pas du tout réagi de la façon qu'a fait Boyer, c'est-à-dire le roi Christophe a tout simplement jeté en prison les émissaires français, il en a même oxy un au motif qu'il était outrecuidant pour un ex-colonisateur français de revenir avec dans ses bagages des papiers qui préconisaient rien moins que le rétablissement de l'esclavage, le rétablissement de la souveraineté française sur cette colonie. Alors, comment comprendre ce paradoxe? Eh bien, parce que, justement, et c'est ici que j'ai envie de soulever un autre aspect qui est rarement évoqué ici, c'est que 2025, ce n'est pas seulement le bicentenaire de l'indemnité ou de la rançon, on l'appellera comme on voudra, mais c'est aussi le bicentenaire de l'établissement de relations officielles entre la France et Haïti. C'est-à-dire, on peut ici essayer de voir les choses d'une façon plus optimiste et faire le bilan des relations franco-haïtiennes de 1825 à 2025. Et j'ai envie de dire, paradoxalement, c'est un bilan qui pourrait être très cordial, qui pourrait être très positif. Parler des accords qui ont permis notamment le développement d'un système scolaire post-concordat où ce sont des pères bretons qui vont faire en fait tout le travail d'éducation dans les provinces, dans les villes, dans les campagnes Haïti. Et je dois ici rendre hommage à mes professeurs français, bretons, de l'école de Pleurmel, qui, de la maternelle jusqu'à la terminale, m'ont formé, et je ne suis pas le seul. Donc, mais est-ce que, pour autant, nous allons dire merci à la France? Est-ce que cela pourrait faire partie, pour paraphraser un président de la République, des bons côtés de la colonisation? Pas du tout. Il s'agit pour nous, aujourd'hui, de considérer que, au-delà des relations internationales, des relations interétatiques, il y a les relations entre les peuples.
Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Je vois ici qu'il s'agit de l'action internationale de la France. Est-elle l'affaire de tous? Oui, c'est l'affaire de tous, et ce n'est pas une nouveauté. Déjà, en 1789, il y avait dans les rédactions des cahiers de doléances des revendications de paysans français, notamment de Champagny dans le Haute-Saône, qui demandaient l'abolition de l'esclavage dans les colonies au motif que c'était un crime contre l'humanité. C'est une façon de dire que le peuple de France a toujours été dans une grande empathie vis-à-vis du peuple d'Haïti, vis-à-vis du peuple des colonies. Ce que nous retrouvons aujourd'hui, c'est justement le paradoxe d'une empathie dissymétrique. Alors que l'État français, les autorités maintiennent un silence assourdissant sur cette question donc, de la restitution. Tout ce que j'ai pu remarquer depuis aujourd'hui pratiquement un an que nous avons une série de colloques et de rencontres sur cette question, c'est qu'à chaque fois que nous faisons état des conditions dans lesquelles cet accord a été signé, le public est toujours horrifié en se disant mais comment est-ce possible? Comment avons-nous pu commettre un tel forfait? Et c'est dire qu'aujourd'hui, le moment est venu de rattraper ce que j'appellerais le rendez-vous raté de 1825. Nous avons commencé en 1825 des relations bilatérales qui étaient fondées sur des bases pourries, qui ont finalement abouti à l'effondrement de l'État haïtien. Mais à l'époque, ni Boyer, ni Mako ne pouvaient supposer, ne pouvaient imaginer les conséquences 200 ans plus tard de cet accord léonin entre les deux pays. Aujourd'hui, rétrospectivement, il nous appartient, Haïtiens et Français, de faire le bilan de ce nœud mortifère et de dire qu'il est temps pour la France de regarder dans son histoire et de considérer avec le peuple de France, avec l'empathie manifestée non seulement par les intellectuels, mais aussi par, je dirais, le tout venant de la population à chaque fois que nous faisons état de cette situation pour dire que le seul pays qui pouvait permettre à Haïti en 1825 d'entrer sur la scène internationale comme un État de droit, c'était la France. Parce que sans quoi, aucun autre pays n'aurait franchi le pas. Eh bien aujourd'hui, 200 ans plus tard, Haïti se trouve dans un trou noir. Et j'ai envie de dire que le seul pays capable de nous aider à bon escient de sortir de cette ornière, c'est la France. Pour exactement les mêmes raisons historiques que dans les cahiers de doléances, le peuple s'est senti en empathie avec ce peuple frère. Eh bien aujourd'hui, c'est exactement la même empathie qu'il nous faut susciter, qu'il nous faut construire, pour dire que, à moins de considérer Haïti comme une sorte d'exoplanète sans aucun rapport avec l'histoire de France, sans aucun rapport avec l'actualité internationale de la France dans ses relations avec non seulement les Outre-mer, mais aussi avec l'Afrique, nous considérons qu'un geste positif vis-à-vis d'Haïti sera un signal fort donné au reste du monde et ça permettrait enfin, une fois, de mettre en concordance le discours officiel de la France, patrie des droits de l'homme, avec sa politique étrangère. Et je pense que c'est l'affaire de tous, comme c'est dit dans l'intitulé de ce colloque. Je vous remercie.